Donc j'appelle les participants à la table ronde qui va inaugurer ce temps sur l'habitat et le logement durable. Donc un premier temps de table ronde, un peu de temps de réflexion, et puis après une illustration à travers un certain nombre de stand-up sur des actions réalisées. Donc merci Michel, merci Clément, merci Xavier. Michel, est-ce que tu peux introduire ce sujet que tu portes à bras-le-corps, comme on l'a vu à travers les différentes interventions que tu as déjà faites? Voilà, comme tu le rappelles, chaque année, je viens vous expliquer le nouvel épisode de Vivapolis. Mais là, cette fois-ci, la ministre l'a fait elle-même, c'était encore mieux. Donc, je vous rappelle simplement que la ville durable, c'est un sujet très global. Comme je le disais tout à l'heure, la mobilité en fait partie, l'habitat en fait partie, l'énergie est un axe important du développement de cette ville durable. Et le réseau Vivapolis, dont on a parlé déjà tout à l'heure, c'est le réseau qui a vocation à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent sur la ville durable. Jusqu'à présent, depuis 3 ans, je vous en parlais à l'exportation, parce qu'il a été créé d'abord pour faciliter l'exportation du savoir-faire français. Et puis cette année, les ministres, Madame Ségolène Royal et Madame Cos, se sont dit que ce serait bien aussi de lui donner une dimension nationale, parce que pour exporter le savoir-faire, il fallait d'abord bien connaître notre savoir-faire, si possible améliorer notre savoir-faire et faire en sorte que les acteurs français travaillent ensemble déjà sur leur territoire, sur le territoire national, de manière la plus cohérente possible, avec un axe bien précis, très fort de travail, qui est l'innovation. Là aussi, la ministre en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment le sujet qui nous fédère tous, avec l'idée qu'il faut bien entendu innover, mais qu'il faut aussi savoir valoriser ce qu'on innove, enfin ce qu'on invente, ce qu'on trouve, et savoir le diffuser le plus vite possible entre tous les acteurs pour que ça ne reste pas juste des expérimentations à droite et à gauche, mais qu'on puisse le partager. Une réflexion sur le flux ou le stock ? C'est-à-dire, est-ce que c'est sur la ville de demain ou c'est sur la ville déjà existante ? C'est bien entendu, surtout sur notre territoire national, beaucoup sur le stock, mais il y a aussi de nouveaux quartiers, il y a aussi de la rénovation qui nécessite de faire de l'innovation sur un flux stock, on va dire ça, on est entre les deux. Donc c'est vraiment toute la vision de la ville, et c'est pas, j'insiste, c'est pas que l'habitat, c'est bien le lien entre ces différentes parties, la mobilité, le bâtiment, l'énergie, les déchets, tous les services urbains. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait cette ville durable, c'est justement l'intégration de toutes ces fonctions. C'est ce qui en fait ces nouvelles capacités, les nouvelles solutions qu'on apporte, mais aussi toute la difficulté. Et j'insiste, et on l'a dit déjà ce matin et même hier, le sujet, ce n'est pas tant les briques technologiques, parce que vous l'avez vu, on en parle depuis hier, il y a beaucoup de choses et je suis ravie de voir qu'elles deviennent de plus en plus concrètes. C'est le modèle économique et le modèle juridique. En fait, ce sont les innovations économiques et juridiques qui aujourd'hui sont au cœur de cette problématique pour la ville en particulier. Parce que, juridique, pourquoi ? Parce que le numérique nous oblige à nous poser des tas de questions en matière de normes, en matière de code des marchés publics, qu'on n'a pas l'habitude de résoudre. À qui sont les données ? Qui va pouvoir échanger quoi ? Je passe sur la protection de la vie privée. Enfin, il y a énormément de sujets qui sont aujourd'hui là au cœur de nos problématiques, et pas seulement chez nous, partout dans le monde. Donc c'est important qu'on développe aussi notre savoir-faire et nos solutions françaises sur ces sujets. Et puis derrière, il y a le modèle économique. Le maire de La Rochelle en a parlé tout de suite hier, et je pense que mon voisin va le faire aussi, parce que tout ça, c'est bien gentil. Mais quel modèle économique ? Et mon voisin de droite aussi, j'ai vu qu'il avait travaillé, je suis très intéressée à connaître ses travaux sur cette thématique. Comment les villes, certes, mais aussi les acteurs entre eux, vont asseoir des modèles économiques durables qui vont vraiment créer de la valeur et qui vont être viables. Parce que sinon, on se fait plaisir avec de la technologie, mais on ne peut pas la mettre en œuvre. Donc, cette thématique du modèle économique et du modèle juridique est aussi au cœur du travail qu'on va faire et qu'on fait aujourd'hui dans Vivapolis. Merci beaucoup, Michel. Clément, les différents acteurs qui interagissent s'enrichissent, notamment parce que les citoyens aussi
prennent part à cette construction de la ville intelligente de demain. Est-ce que tu peux nous faire part de l'étude que tu as réalisée pour l'ADEME avec un certain nombre de partenaires? Merci Eric. Alors effectivement, moi j'appartiens à un cabinet de conseil qui s'appelle Espelia et dont la vocation c'est de servir la performance des services publics locaux en France et à l'international. Et donc, ça a été créé par des associations d'élus locaux il y a quelques années en France. Et voilà, on a la particularité de ne travailler que pour le secteur public, donc d'être une sorte de conseil réellement indépendant à leur service. Et on se penche depuis maintenant quelques mois, quelques années, sur la question des modèles économiques de la ville intelligente. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la ville, à la fois le développement, l'aménagement urbain et le fonctionnement des services urbains, est face à un mur financier. Le modèle, on va dire, économique de la ville à la française n'est probablement pas pérenne. On voit qu'il y a une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. On voit qu'il y a une sorte de ras-le-bol fiscal dans la population. On voit qu'il y a des coûts supplémentaires qui découlent, on va dire, de l'application d'un certain nombre de normes. Voilà. Donc, premier constat, le financement de la ville est probablement en France dans une impasse. Deuxième constat, la révolution numérique est en train d'impacter tout un tas de secteurs, de domaines de la vie socio-économique et va bien évidemment saisir également la ville. En partant sur ces deux constats, on s'est demandé voilà, quelles vont être les conséquences de la révolution numérique sur le fonctionnement urbain et à travers le prisme des modèles économiques. C'est finalement le volet économique ou juridico-économique de la ville intelligente. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une intelligence économique pour la ville en s'appuyant en particulier sur le numérique. D'une certaine façon, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les élus locaux sont un petit peu désemparés face à tous ces grands mouvements qui viennent re-questionner la façon dont traditionnellement ils faisaient fonctionner les services publics et qui a une forme de risque de disruption ou d'ubérisation d'un certain nombre d'actions publiques. Donc ça, c'est un peu le côté menace, si vous voulez. Et le côté opportunité, c'est de se dire, est-ce que finalement, dans la façon dont la révolution numérique peut s'appliquer au fonctionnement urbain, il n'y a pas un certain nombre d'opportunités à saisir pour refonder le modèle économique de la ville? Est-ce que vous avez trouvé des refondations qui pourraient illustrer un petit peu cette nouvelle manière de voir les choses? Alors le travail est en cours, hein, c'est une étude donc, qui est assez ambitieuse, financée par l'Association des maires de France et l'ADEME, et donc, qui a consisté dans un premier temps à essayer de caractériser plus dans le détail quelles sont ce qu'on a appelé les macro-tendances qui traduisent finalement la révolution numérique sur les différents secteurs économiques. Alors je ne sais pas si on peut faire défiler un petit peu les diapositives, mais on a identifié 7 macro-tendances qui nous semblent. Alors il y a par exemple l'émergence de la multitude, hein, on ne l'a pas inventé, hein, mais clairement on essaie de regarder quel est l'impact, si vous voulez, de l'émergence de la multitude comme dans la transformation des services urbains. Il y a l'hybridation entre secteurs, il y a ce qu'on a appelé l'individualisation de l'individu. Il y a tout ce qui est économie du partage, il y a la disparition d'un certain nombre de coûts et l'apparition d'un certain nombre de nouvelles valeurs qu'on peut probablement capter avec la question de qui les capte et comment est-ce qu'on les intègre dans le modèle économique de la ville. Et puis également la notion de l'évolution du temps finalement, qui sous-tend aussi un certain nombre de modèles économiques tels que par exemple celui de l'effacement. Et donc notre ambition à travers un certain nombre d'outils qu'on a adaptés à la ville, à savoir en particulier un outil chaîne de valeur, un outil adapté de la matrice des modèles économiques d'Osterwalder qui s'applique clairement aux activités plutôt privées initialement, et puis à travers une grille qu'on a appelée la grille des payeurs finaux, c'est-à-dire qui réellement paie quoi, quels sont finalement qui paie quoi entre l'usager, entre les différentes catégories d'usagers, les différentes catégories de contribuables,
quelle compensation entre les secteurs. On essaie de décrire secteur par secteur et puis ensuite de façon globale, horizontale, quels sont les mécanismes de péréquation économique de la ville. Alors pour l'instant, on a bien avancé sur la mobilité et la question du logement est en cours. On travaille également sur les déchets, sur l'eau et sur l'énergie. Une étude très globale. Très globale et qui s'étend sur 2 ans. On est à peu près à mi-course. Merci beaucoup Clément. Xavier, réfléchir à la ville de demain, c'est important, c'est indispensable, tu le fais tous les jours. Malgré tout, le quotidien et la confrontation au sens bienveillante des administrés nécessitent de trouver des solutions rapidement. Je crois qu'il y a une particularité ou une spécificité qui n'est pas propre à la ville de Montfermeil, mais qui existe sur toute en tout cas la couronne de la région parisienne. Dans le pavillonnaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les difficultés auxquelles la ville de Montfermeil est confrontée sur ce sujet? Alors, avant de parler peut-être du pavillonnaire, rapidement, pour moi, il y a 3 types d'habitats et qui ont chacun eu leur thérapeute en leur temps. L'habitat de centre-ville ancien, l'ANA, je dirais, peu ou prou, avec le temps, a réussi à trouver les moyens nécessaires pour qu'on puisse intervenir. Deuxième habitat qui a fait parler de lui, et c'est Jean-Louis Borloo qui a pris le sujet à bras-le-corps, c'est l'habitat collectif vertical, l'Agence nationale de renouvellement urbain, un vrai succès, et voilà. Et on pensait que le pavillonnaire était la valeur refuge de nos villes, sauf qu'aujourd'hui, le tissu malade, en termes d'urbanisme et de sociologie, c'est le pavillonnaire qui est dans une mutation extrêmement rapide et extrêmement préoccupante, puisque je prétends que ce sont les futurs territoires de la politique de la ville si on ne fait rien. Et donc, en l'espace de 10 ans, les choses se sont inversées. Alors effectivement, on peut prendre les choses sous l'angle technique. Il y a nécessité de trouver des solutions techniques et de s'appuyer dessus. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille attendre forcément, je réponds un petit peu aux interventions d'avant, sur le modèle économique viable, puisque je dirais le coût social qui est derrière est à mon avis très supérieur au fur et à mesure que le temps passe par rapport au fait de trouver le bon modèle économique. C'est comme l'ANRU, 43 milliards, c'est de l'argent public, c'est très cher, sauf que je pense que ça a évité bien pire en enrayant une spirale qui était extrêmement mortifère, et on en voit encore, je dirais, un certain nombre de scories aujourd'hui, et qu'est-ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'ANRU avec les événements qu'on a connus il y a quelques mois. Bon, donc il faut remettre ça en perspective politique et pas forcément exclusivement économique, même si l'économie a toute sa place et je ne la récuse pas. Voilà. Et donc, c'est la 4e fois que vous me faites l'honneur de m'inviter et que j'interviens, et si j'étais effectivement sur les 2 premières interventions sur un décortiquage de la transition de ce pavillonnaire. La 3e fois, c'était sur un certain nombre de solutions diverses et variées, sauf que, on se l'est dit tout à l'heure, et même Madame la Ministre l'a reconnu, les ambitions nationales que l'on a vis-à-vis du pavillonnaire, on est à 10% d'objectifs. Bon. Donc il y a, me semble-t-il, à reprendre en compte la réflexion de fond en comble, justement, parce qu'on est sur quelque chose qui va bien au-delà de la technique. Et en fait, le pavillonnaire abrite désormais une sociologie qui ne correspond pas à ce que l'urbanisme du pavillonnaire provoque comme mode de vie. Et qu'on a non seulement un décalage technique, mais un décalage de société, de lien social, et qui va beaucoup plus loin. Et donc, l'anthropologie que vous avez introduite cette année à l'université me semble être une discipline à accroître, je dirais, dans sa prépondérance, enfin dans sa réflexion, parce qu'on est bien au-delà des solutions techniques. Alors, j'ai le plaisir de voir que les solutions techniques, on avait, je dirais, il y a 4 ans, un jardin de pas japonais, il fallait avoir les bottes de 7 lieues pour passer Bon, voilà, les choses commencent à se coordonner, à se compléter, à devenir cohérent, compréhensible pour un élu. Voilà. Oui, c'est important, j'ai compris le leader et celui qui explique et qui simplifie. Mais déjà, il faut d'abord comprendre. Voilà. Mais je pense qu'on est à devoir mener la réflexion un cran au-delà. Et donc, c'est l'interpellation que j'ai en direction des pouvoirs publics, peut-être à inventer pour les bailleurs sociaux un autre rôle qu'ils ont eu traditionnellement jusqu'à maintenant, où, à mon avis, je les vois comme étant des acteurs majeurs de la mutation du pavillonnaire par un rôle de portage, de rénovation et de remise sur le marché par des procédés financiers qui restent sans doute à définir. Donc il y a une réflexion de fond, et je pense que peut-être E5T peut être un peu le porteur, ou en tout cas lancer un appel ce matin pour qu'on essaye de concentrer un certain nombre de réflexions fort diverses pour aller vraiment que les objectifs que la puissance publique s'est fixés sur le pavillonnaire au sens large du terme puissent être atteints. Ils ne le sont absolument pas aujourd'hui et il y a urgence.
Tu fais que répondre à ce que disait Madame le ministre, hein, sur l'expérimentation d'un certain nombre de pistes, de manière à répondre aux attentes du terrain. Donc je pense que tout à chacun, vous pouvez peut-être contacter Xavier à travers l'opération que tu essayes de monter sur la ville de Montfermeil pour mobiliser un certain nombre d'acteurs nouveaux, pour inventer cette solution, cette réponse qui permettra, je pense, alors peut-être pas aux pavillonnaires de la banlieue ouest de profiter, mais en tout cas, je pense qu'il y a... Est-ce que tu connais le nombre de zones ou de pavillons qui sont concernés ou de populations par ce sujet? Alors pour des raisons, sur la région parisienne, c'est toutes les grandes nappes nord, est, sud. Ensuite, toutes les métropoles ont, je dirais, leur zone pavillonnaire qui économiquement s'en sort parce que les gens sont solvables. Et de l'autre côté, le pendant, au fur et à mesure que l'ANA et l'ANRU finalement ont régulé les centres-villes anciens et ont régulé l'habitat vertical, c'est toutes ces zones pavillonnaires refuges de populations qui sont de plus en plus insolvables. Voilà. Donc si les bailleurs sociaux, j'imagine bien qu'ils puissent intervenir sous des modalités à définir, je souhaiterais également que les industriels fasse attention que la puissance publique étant dans la situation financière qu'elle est, il n'y aura pas un troisième ANRU, enfin je dirais une troisième agence pour le pavillonnaire, j'y crois pas. Et donc il faut que derrière la solution technique, ils réfléchissent également aux conditions de la solvabilisation moyen-long terme, avec des porteurs tiers peut-être, peu importe, enfin, ça reste à inventer. Les pays nordiques l'ont fait. Si on ne le fait pas, on va voir sur les étagères de très très belles prestations techniques, mais qui seront inabordables, inachetables entre guillemets, et on passera à côté de... C'est voilà. Bien la notion du modèle économique que tu appelles. Donc Clément, est-ce que vous avez intégré cette dimension dans votre étude, ou est-ce que vous pensez le faire? On est en train de la traiter, effectivement, avec une constatation, enfin, qui n'a rien de révolutionnaire, mais c'est que la façon de créer de la valeur en aménagement, c'est soit de densifier, soit en fait, en pavillonnaire, dans quelle mesure on peut densifier en conservant le caractère pavillonnaire, finalement, enfin, l'identité, on va dire, de ces espaces, soit en requalifiant, c'est-à-dire en redonnant de l'habitabilité, enfin, ou de la valeur d'habitation à ces quartiers. Ça, c'est vraiment les deux leviers de la valeur. Également, ce qu'on observe, c'est le fait que on peut trouver de la valeur dans l'exploitation et dans un usage accru des actifs. Donc une nouvelle façon de penser l'usage finalement de ces pavillons. Donc c'est un peu la logique Airbnb, mais on peut la décliner sur des modes un petit peu moins peut-être bobos ou touristiques. Voilà, ça peut être appliqué en matière de bureaux. Voilà, donc c'est ces réflexions-là aussi sur les transports, c'est-à-dire qu'une des problématiques de l'attractivité de ces quartiers pavillonnaires, c'est souvent qu'ils sont mal desservis, et donc comment on peut s'appuyer sur justement les nouveaux modes de transport, le covoiturage, le véhicule partagé, etc., pour rendre plus attractif et donc régénérer, redonner de la valeur à ces quartiers. Donc là encore, il faut penser global. Les briques techniques sont là, mais il manque l'assemblage. Michel. Et juste pour compléter et pour revenir sur ce qu'on disait hier, il y a aussi des briques de financement et des briques opérationnelles, technologiques, entre guillemets, qui existent. Je rappelle juste la présentation qu'a fait Myriam hier sur 1 euro pour refaire ses comptes donc dans le pavillonnaire. Ça existe. Le problème, c'est comment on le diffuse, comment on fait quand même pour que on convainc le propriétaire du pavillon qu'il faut passer à l'acte et comment on l'aide. Bon, ça, c'est l'ADEME, c'est les services éco-énergie, etc., qui peuvent le faire. Mais donc, on a bien tout un tas d'éléments qu'il faut arriver à agréger et à appliquer volontairement, parce qu'en fait, c'est un problème de volonté, d'appliquer et de mettre tous les moyens dont on dispose sur ces zones-là. Je cite un exemple parce que vous avez... Et oui, tout à fait, mais c'est bien l'aspect psychologique et sociologique qu'il faut intégrer pour que les solutions soient bien applicables et pas juste sur le papier, parce qu'elles existent sur le papier en fait. Et je cite juste, parce que vous avez fait référence au Nordique, il y a un programme actuellement qu'on est en train de tester en Europe qui s'appelle Sprung Energy et qui consiste à essayer de voir comment sur certains types de bâtiments pavillonnaires, donc quand même a priori des choses qui sont différentes, on peut essayer de systématiser des solutions. Alors les combes c'est une solution, mais il y en a d'autres,
des solutions pour, avec un coût le moindre possible, faire des gains d'économie d'énergie les plus forts possibles. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des démonstrateurs et des solutions sur lesquelles, là, sous un angle plutôt technologique, mais aussi sociologique, on essaye de travailler. Merci beaucoup, Michel, Xavier et Clément. Donc vous avez vu que peut-être qu'il y aura peut-être un événement E5T à Montfermeil pour réfléchir sur cette problématique très particulière du pavillonnaire. Ça pourrait être une idée.